Nouvelle vidéo, si t'as prévu de partir aux Philippines et plus particulièrement à Siargao, c'est la bonne vidéo parce qu'on va parler des conseils, des tips selon mon expérience bien entendu, selon la période de l'année à laquelle j'étais. Bon, c'est fermé au moins. Par rapport aux expériences que j'ai fait, au logement que j'ai pris, au budget aussi, les rencontres, les activités. C'est assez subjectif, j'essaie d'être le plus objectif. Et sachant qu'on était en backpack et que notre but c'était d'optimiser un peu notre budget, peut-être qu'il y aura certains points qui seront pas forcément des tips pour vous. Mais vous allez voir, on parle pas que des low budget. Et on commence, number one, par le permis international. C'est une démarche en ligne, ça dure quelques années et ça va t'éviter tellement de stress ou alors d'amende, d'argent perdu. On s'est fait arrêter aux Philippines, on s'est fait arrêter au Vietnam, en Thaïlande et on a pris une amende. Aux Philippines, on a chaté, on est passé dans les mailles du filet, mais il y a des contrôles. Il se peut que tu chattes pas et que tu prennes une amende bêtement. C'est une démarche gratuite, donc à faire, ça dure quelques années et au moins t'es tranquille sur tous les pays du monde en fait. La base de la base, en arrivant dans l'avion, mets-toi un hublot si tu peux. Les Philippines, c'est une méga archipel et en fait le voyage il commence dans l'avion, c'est magnifique, tu vois toutes les îles, les eaux, ça fait plein d'îles dans tous les sens, c'est super beau. Donc un petit conseil, essaie de prendre un hublot. À l'arrivée donc à Cebu, à l'aéroport international, tu vas avoir l'immigration aux douanes, ils vont te demander du coup le e-travel, c'est une démarche en ligne que tu dois faire et ils vont aussi te demander peut-être ça va dépendre de ta date de retour. Combien de temps tu restes sur l'île et quand est-ce que tu repars, de quel aéroport, à quelle heure, etc. Soit t'as de la chatte comme nous, ils te le demandent pas, tu peux passer et t'es en full impro à Siargao, tu prends ton billet retour quand t'as envie. Il y a eu un mec devant nous, ils l'ont pas laissé passer et il a dû booker un billet retour. Sur place. Pense à avoir un billet retour si jamais, ou alors un téléphone avec de la batterie et une connexion suffisamment bonne pour pouvoir booker en ligne ton billet. Parce que si tu galères avec le wifi de l'aéroport, t'es dans la merde. Pour l'aéroport de Cebu, il y a une petite distinction entre deux bâtiments. C'est l'international et l'autre, ça va être les transferts domestiques. Nous, on a galéré, c'est un peu chiant, tu passes les douanes, tu descends les escaliers, tu récupères tes bagages à Cebu international. Tu passes un autre petit stand rayon X, peut-être qu'il y aura toi, peut-être qu'il y aura pas, pour sortir du bâtiment. Et une fois que tu sors du bâtiment, tu vas à droite, tu marches, tu vas voir, il y a les parkings voitures, il me semble. Et tout au fond, il va y avoir un autre bâtiment, et c'est le domestic transfer. C'est la zone où tu vas pouvoir t'envoler vers les autres îles que tu veux, et plus particulièrement à Siargao, puisqu'on parle de Siargao ici. À l'entrée, donc quand tu atterris à Siargao, tu as une taxe de séjour et d'ordures ménagères. Donc tu dois payer 20 pesos par personne en arrivant, mais aussi en repartant. C'est-à-dire quand tu repars, quand tu rentres dans l'aéroport, tu dois payer aussi cette taxe-là. En termes de, le fric, le flouze, retire de l'argent. Ah, c'est beau. Si tu arrives à Siargao, t'as pas d'espèces, t'es dans la merde. Les ATM là-bas, tu en as. Mais ils sont pas forcément rechargés en cash tout le temps. Et celui de l'aéroport, clairement, il y en a pas. Donc ça sert à rien de retirer à l'aéroport. Tu vas être baisé pour prendre ton taxi, pour payer ta taxe d'entrée et pour te rendre à ton logement. Ça va être la merde. Nous, c'était le cas. On a rencontré des Français. Merci à Paul et Léa. D'ailleurs, on a passé tout le trip avec eux. Merci si vous voyez cette vidéo, les gars. Petit clin d'œil à vous, Siargao, c'était incroyable. Sans eux, on n'aurait pas pris de taxi et on aurait galéré. Ils nous ont filé de l'espèce et on a pu le soir prendre un tuk-tuk, aller manger, faire des allers-retours avec le tuk-tuk juste pour aller aux ATM. Pense à retirer une bonne somme d'argent, je te parle de budget juste après. Et sur place, tu auras des ATM. Parfois, il y en a qui sont pas rechargés en cash, donc il faudra bouger, aller en chercher d'autres. Faut prévoir un petit peu. En termes de paiement, si vous voulez pas payer tout le temps en espèces, là-bas vous avez Gcash. C'est leur Lydia à eux en gros. Il faut un numéro de téléphone local. Sinon tu peux pas t'enregistrer sur l'application et du coup tu peux pas payer. Mais ceux qui ont un numéro local, ils peuvent télécharger Gcash, hyper pratique. En termes de réseau, apparemment le meilleur opérateur ce serait Global One. On n'a pas testé nous, mais c'est ce qui s'est dit sur place. En termes de budget, pour 27 jours aux Philippines, pour 2 îles, donc on a fait Siargao puis Bohol, on en a eu pour 694 € par personne. Ça comprend pas les vols et les hébergements. Par contre, on a tout dedans. On a les excursions, le scooter, la location de matériel, de surf, toute la bouffe tous les jours. On n'a jamais cuisiné, on mangeait tout le temps dehors, toutes les locations, tout le consommable, sachant aussi qu'on a fait le Nouvel An là-bas, donc un resto avec les Français justement et la soirée, plus un restaurant gastronomique. Et en termes de budget pour l'hébergement, pour 2 personnes, on est à 726,28 €. Juste pour Siargao cette fois, pas pour Bohol. À savoir pour avoir moins cher parce que nous on a fait 3 logements au total pour toute cette période. C'est-à-dire du 27 décembre au 17 janvier. Si vous prenez un seul logement, plus vous prenez en termes de durée, plus il y a de rabais, de pourcentage de remise. Si vous y prenez aussi à l'avance, pas comme nous au dernier moment. Pour la location d'un scooter, se déplacer, c'est assez facile. Tu demandes à n'importe quel local, ils vont t'orienter forcément vers quelqu'un. Nous on était allé à Happy Islander, à cet endroit-là, et on avait demandé directement aux locaux, on cherche un scooter. Donc c'est assez facile. En termes
de circulation, le plus gros danger là-bas, bah c'est les chiens. C'est hyper con, c'est les chiens et vous-même, si vous savez pas conduire, si vous êtes une chèvre. Les chiens en fait, ils dorment à même la route et de nuit aussi c'est un peu dangereux. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, les chiens dorment sur la route, il y a des trous et surtout on n'a pas d'équipement de nuit en fait. Sans visière ou alors une visière qui est toute défoncée à cause de l'usure. Donc tu prends tout dans la gueule, t'as pas de lumière, des trous, des chiens. En termes de safety, j'ai pas senti que ça craignait. Je me suis jamais senti en danger en tant qu'homme. Je parle pas pour les femmes, peut-être que les femmes pouvaient ressentir un danger un peu plus que nous, mais j'ai pas eu l'impression que ça craignait, même pour les femmes. Donc je me suis jamais senti en danger, jamais vu quelqu'un d'agressif. Ça, c'était, tout était respectueux et bon enfant. On avait l'impression d'être à la maison, quoi. C'était hyper cool. Quand tu roules, les gens communiquent beaucoup avec le klaxon. Donc vous allez voir, il n'y a pas forcément tout le temps les clignotants, ils sont pas régulièrement mis. Par contre, ils klaxonnent beaucoup. Et attention sur les routes qui arrivent de droite, les gens déboulent, enfin de droite ou de gauche. Les gens déboulent directement sans regarder parfois. Donc faire attention à ça, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le scooter. Faire gaffe à ça, pas rouler aux intersections comme une brute. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il faut visiter. Donc quoi faire à Siargao? Mes coups de cœur, dans un premier temps. Souk Balagoun, incroyable. Excursion à la journée. Vous partez, en fait, vous pouvez garer votre scooter sur place avec des locaux qui ont prévu des espaces de parking pour les scooters pour les touristes. Donc c'est payant, hein, tu mets un petit billet à la personne. Nous, je viens de regarder, on a payé 30 pesos pour le parking, pour le scooter. Et l'excursion, 1945 pesos pour 2 personnes. En fait, une fois que tu as garé ton scooter, tu vas au port, il y a des tentes qui sont mises où tu peux louer GoPro, pale, masque, tuba et tu choisis ta formule d'excursion. À savoir que plus tu es sur le bateau, moins c'est cher. Nous, on a packé le boat avec 2 autres personnes qui attendaient, un Italien et une Coréenne, et du coup on a payé par personne beaucoup moins cher. Petit point noir sur le palmasque tuba et la GoPro. Bon, GoPro tu peux filmer en dehors de l'eau, mais dans l'eau il n'y a rien à voir. Le corail est mort, il n'y a pas de poisson. Le corail est mort, c'est pareil, il n'y a rien partout. Ça sert à rien de faire du palmasque tuba là-bas, évitez-vous des frais inutiles, ça sert à rien de ramener vos palmasques tuba là-bas. Le midi, il t'emmène sur une autre île où tu as une super vue en fait sur la 3e île ensuite et sur un petit banc de sable au large où tu peux acheter des caries directement, donc pas besoin de prévoir de quoi prendre à midi, prévoyez juste de l'espèce pour payer directement votre repas et ça dure toute la journée jusqu'à cette heure-ci, je sais plus trop. Deuxième coup de cœur, pas de secret les gars, hein, c'est même le premier en fait, c'est le surf. Siargao, c'est une île de surf, il y a un des spots les plus connus pour des Philippines, Cloud9, qui est réputé mondialement. Il y a plein de spots pour les débutants jusqu'aux confirmés. C'est vraiment, si vous aimez le surf, vous allez surfer c'est sûr. Si vous aimez pas le surf, enfin si vous ne connaissez pas le surf, vous pouvez prendre des cours là-bas et découvrir le surf aux Philippines. C'est quand même une belle expérience et c'est vraiment accessible, il n'y a pas de souci. Et enfin, troisième coup de cœur, je dirais la vie à General Luna et Sunset Bridge. Donc Sunset Bridge, ça va être le pont qui connecte le reste de l'île de Siargao où tout le monde va se donner rendez-vous pour faire le sunset. C'est un peu le DLD d'ici. T'as les gens qui font de la moto, du vélo, du skate. T'as tout le monde qui se met sur le pont, c'est le rendez-vous nocturne. Du roller, t'as des petits boui-boui qui viennent se mettre, tu peux acheter de quoi grignoter, boire. Tu rencontres des gens, tu parles, tu regardes le sunset aussi parce que accessoirement t'es quand même là pour ça. C'est marrant parce que les flics virent les gens qui stackent en scooter mais au final ils se remettent et les flics repassent, enfin une petite vie au sunset qui se fait. Et la même chose en fait dans les rues de Siargao, de General Luna, c'est hyper vivant de jour comme de nuit. Il y a plein de restos, des petits magasins, tu te balades, les gens sont souriants et gentils, t'as plein de petites choses à faire au final. Et ce qui fait que l'expérience de la journée hors surf, elle est quand même hyper agréable. T'as envie d'être dehors et te balader comme si t'étais moi à Saint-Gilles en train de cruiser et dire bonjour à tout le monde. Maintenant il y a plein d'autres choses aussi, tu as du kitesurf à cet endroit là, tu peux faire des excursions sur les autres îles qui entourent Siargao parce qu'il y en a plein, donc t'as plein d'excursions à faire. Tu peux visiter l'espace de Cloud9 qui est le pont avec les vagues devant. Tu as Secret Beach qui est une petite plage super belle. Tu as aussi d'autres plages, pareil le nord de l'île qui est magnifique, qui est un endroit avec beaucoup moins de monde si tu aimes être me cassez pas les couilles. Et il y a des très belles plages là-bas, tu peux aussi surfer, il y a de la vie, hein, rassurez-vous, hein. Il y a des restos, des hôtels, tout ça aussi. Tu as la célèbre aussi allée des cocotiers que tu peux voir d'en haut. Je te conseille d'ailleurs de monter un peu plus haut sur la montagne pour voir tous les cocotiers, ou alors d'avoir un drone. Franchement tu captes un petit peu plus la grandeur de la chose avec le drone. Juste à côté tu as Mahasine River où tu peux passer une journée en excursion rivière, en kayak, profiter d'un pique-nique au bord de l'eau. Tu as aussi, alors je vais regarder comment ça s'écrit,
Pungo Tigal, bon je te l'écris là. C'est une piscine naturelle qui va, comme un peu le bassin Pointe-aux-Celles, qui va jouer avec la marée. Marée basse, je crois, c'est bien d'y aller. Je sais plus si c'est marée haute ou marée basse, faut se renseigner sur internet. Ou loger d'un point de vue géographique, le plus connu, ça va être General Luna, donc soit vers les restaurants, le centre-ville, soit vers Cloud9, plus pour la partie surf, et Sunset Bridge du coup. C'est l'endroit où, on va dire, le plus touristique, où il y a le plus de monde, où ça bouge plus, c'est le plus développé. C'est là où je pense la majorité des expatriés, des touristes et des locaux pour le business vont. C'est vraiment vivant. Sinon, tu as toute la partie du nord, qui est aussi une partie assez visitée, mais c'est vraiment beaucoup plus grand et beaucoup moins blindax de monde. Tu peux aussi surfer, il y a des super paysages. Les plages sont beaucoup plus grandes du peu qu'on ait vu, et apparemment c'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus tranquille. C'est là-bas qu'on s'est fait arrêter d'ailleurs par les flics. Et en termes de temps, combien de temps y rester à Siargao, je dirais que si tu surfes pas, si tu fais pas de surf, une semaine, je pense que c'est très bien, ou un petit peu plus, voilà, une dizaine de jours. 3 jours dans General Luna, 3 jours dans le nord. Les autres jours, c'est tu fais du surf, tu fais des excursions, tu profites aussi un petit peu des vacances. Et si tu surfes, bah nous, tu vois, on est resté 3 semaines. On s'est pas ennuyé, on n'a pas vu le temps passer, c'était incroyable, on a envie d'y retourner, donc 3 semaines pour un surfeur, c'est pas trop. Il y a des super spots, et la vie là-bas, c'est un petit Bali, un petit Réunion. Ouais, c'est ça, c'est un petit Bali sans toute la connerie encore humaine, je trouve. Désolé pour ceux qui aiment Bali. Et c'est un petit La Réunion, mais la Réunion d'avant, un peu plus authentique, un peu plus la cour, quoi. La partie la plus intéressante, les gars, le surf. Partez du principe que Siargao, le surf, c'est payant. En gros, tu vas toujours payer un accès privé, donc un accès à une zone, ou alors un bateau pour te rendre à la barrière. Voilà, le bateau c'est normal, l'accès à la zone, l'accès à l'océan, on peut en débattre en commentaire les gars, je suis pas trop pour. Voilà. J'ai un avis assez tranché là-dessus, j'avoue. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus de Siargao aussi et des Philippines, j'ai fait déjà 2 vidéos sur Bohol et sur Siargao et sur le surf. Donc allez voir, voilà les vignettes, c'est sur la chaîne, vous cliquez sur vidéo et en même temps vous mettez un petit abonnement, un petit like, ça fait toujours plaisir. On en revient pour le surf, la zone la plus connue, Cloud9, l'espace de Cloud9, donc on est à 100 pesos par personne pour la journée. Vous accédez à 3 vagues, donc il y a Cloud9, la vague connue mondialement. Donc ça va vraiment être une jetée like très puissant, tu démarres un peu à contre-bol si tu veux te caler, tu peux taper des manœuvres ensuite et finir jusqu'au bord. Je te conseille de faire le tour quand il y a la série, t'as un courant qui passe par le pont et qui te remonte en l'air. Vague très puissante et que pour les confirmés. Débutants, si vous êtes débutant, oubliez-la. En face du pont, pof, tu as Quicksilver. Les gars, cette vague, c'est une droite, hein, encore une fois, comme Cloud9. C'est un petit slab comme la petite Catherine. Sauf que la petite Catherine, tu vois, ça s'affaisse et tu fais un bol à air après. Là, ça connecte comme ça et ça fait un petit tube, un slab. Donc là, faut être confirmé aussi. Et ensuite, la vague, tu peux faire des tricks et finir par un R sur la fin parce qu'il y a du fond et tu remontes facilement. Donc la vague, c'est confirmé au début, intermédiaire jusqu'à débutant ensuite. Et après, 3e spot, donc là tout à gauche, c'est Jack and Horse qui va être séparé en 2 zones. Donc en haut, tu as une espèce de mini wedge, un point break, un point qui lève un peu en triangle, qui va être rapide, t'as pas vraiment de wall, faut vraiment partir contre ball si tu veux te caler une petite casquette ou taper quelque chose, et à la fin, après tu travailles juste carve, cut back, mais t'as pas vraiment de paroi. Et elle termine ensuite sur une vague débutante totale, c'est là où t'as tous les débutants, tous les cours de surf, les écoles, ceux qui apprennent. Le plateau de corail, c'est pas des coraux qui vont arracher, c'est un plateau assez plat où tu peux marcher. Par contre, il y a un jus, toute l'eau de Cloud9 en fait se déverse vers Jack and Horse et du coup t'as un courant énorme. Entre les deux, quand t'es entre le point et la vague débutante, t'as vraiment beaucoup de courant. Donc c'est soit t'es en haut, t'es tranquille, soit t'es en bas et t'es tranquille. Jack and Horse, c'est un peu le 3 bassins, on va dire, de Siargao. Autre spot, le village de Salvacion. Donc c'est une droite pour tous les niveaux. C'est 30 pesos par planche quand tu arrives dans le village. Et pour le bot, c'est 200 pesos par personne pour 1h30 je crois, 1h30 ou 2h, et toutes les 30 minutes ou 1 heure en plus, tu peux demander au gars de rester, mais c'est de l'extra, tu le payeras après. La vague les gars, une des meilleures vagues que j'ai surfé aussi, hein. C'est une droite confirmée, tu peux taper, c'est une vague à manœuvre, jusqu'au bord, et elle termine en plein dos dans une passe où tu peux faire le tour en fait. Donc les débutants, les confirmés, si vous êtes un groupe de potes avec des niveaux hétérogènes, c'est vraiment une vague super pour partager un bon moment ensemble, parce que les bons surfeurs peuvent kiffer, comme les débutants, ils peuvent aussi y accéder facilement. De l'autre côté de la baie, donc tu payes je crois 50 pesos en plus à chaque fois par rapport à Salvation. Tu as cette vague là aussi, qui est une vague on va dire de repli quand c'est gros.
Salvation, c'est un spot de repli, hein. Donc ces deux spots-là, c'est des spots de repli. Si c'est gros, Salvation, ça peut être sympa à surfer. Même pour les débutants, hein. Même pour les débutants. L'autre spot là-bas, c'est une vague, c'est une gauche cette fois, c'est pas une droite. À une certaine taille, par contre, elle est vraiment mutante. J'ai pas envie de la prendre dans la gueule. Pour les débutants, attention, à une certaine taille, on évite. Il y a des rochers en plus qui dépassent de devant. Donc ce serait plus en fin de vague, pas en haute vague. Mais sinon, c'est accessible à tous les niveaux, à une taille normale, acceptable. Et au pire, les débutants sont un peu plus bas après le bol. Donc c'est une super gauche, un peu un Saint-Leu en fait, hein, parce qu'il y a une partie, c'est un bol, et elle est très très longue. Tu peux vraiment surfer longtemps jusqu'au port. Les bateaux t'attendent en fait de l'autre côté. Je pense que tu peux faire signe, ils te voient pour venir te chercher. Ensuite, tu as Daku. Donc le bateau pour aller à Daku, c'est 300 pesos par personne. Pareil, c'est une vague pour tous les niveaux. Tu as aussi Sinteri. Alors je l'ai pas fait perso, c'est 150 pesos par personne, et apparemment ce serait une vague aussi tout niveau. Un autre spot, plus ou moins tous les niveaux, c'est une gauche pleine d'eau, et de l'autre côté t'as une droite aussi pleine d'eau. Tu prends le bateau à cet endroit là et il t'emmène du coup au spot. Il y a pas mal de temps en bateau à faire, aller-retour. C'est là-bas où j'ai perdu mon Lycra Volcom d'ailleurs, si vous le trouvez. Et c'est une vague tout niveau. Elle est pas incroyable, c'est une vague assez pleine d'eau, mais en tant que débutant tu peux y aller. Tu peux franchement te faire peur et te prendre une bonne saucée, parce que la vague elle vient gonfler un peu en wedge aussi, c'est un point, et ensuite elle termine dans la passe là où les bateaux t'attendent. En termes de prix, je crois qu'on était à 200 pesos par personne aussi, quelque chose comme ça, ou 250 ou 150, ouais je sais plus. Je regarde sur mon téléphone, le prix il est là. Tu peux surfer aussi à Secret Beach, ou je sais plus comment elle s'appelle exactement cette plage. Je crois que je confonds peut-être le premier Secret Beach que je vous ai présenté. Mais à cet endroit là sur Google Maps, c'est une gauche où pareil tu peux louer des planches sur place. Je l'ai pas surfé moi perso, c'était petit, mais pour les débutants par contre c'est le régal, hein. Mes coups de cœur c'était Salvation et Quicksilver. Vraiment des vagues à manœuvre et à air, tu te régales. Tu te régales. En termes de location de planches et de matériel, vous allez trouver assez facilement, hein, pour les niveaux intermédiaires débutants. C'est assez facile, tu trouves partout, tu as de la location de planches un petit peu partout. Pour les plus, on va dire, techniques, les bons surfeurs ou les surfeurs confirmés qui veulent mettre un petit peu plus d'argent, vous avez aussi cet endroit-là, c'est là que j'ai trouvé ma planche à louer. Ils ont des planches un petit peu plus techniques et plus thruster-like. Et j'ai même, moi, loué une planche neuve en époxy. La planche était neuve, c'est moi qui ai mis les dérives, le grip, le leash. J'ai payé un peu plus cher, forcément, mais tu peux trouver les bonnes planches là-bas. Le point intéressant les amis, la bouffe, les bons plans bouffe. Alors sur place déjà tu as un petit fruit qui s'appelle le calamansi. Si tu as des jus de calamansi, prends-le, c'est excellent. C'est un peu un truc citronné, mangue, orangé. T'en avais à La Réunion aussi. En glace, c'est très très bon. À Maribé les gars, si vous êtes à Saint-Gilles, glace calamansi, mangue calamansi. Quand il y a ça, prenez ça, c'est incroyable. Bref, si tu peux boire ça, bois ça. C'est très bon. Un de mes coups de cœur, c'est les cantines locales. Donc c'est comme à La Réunion, en gros tu as des zones où tu peux avoir des caries, tu choisis ton carry dans les bacs. C'est incroyable, heureusement qu'il y avait ça. En plus, en termes de petit budget, c'est parfait. Donc ça s'appelle soit Curvada, ou alors juste à droite, tu as une autre cantine qui s'appelle Derecho. Tous les locaux, tous les expats qui connaissent un peu, ils vont là-bas, c'est le bon plan de fou. Deuxième banger ultime les gars, coup de cœur de fou aussi. Big Belly, c'est pas un concept local je pense, hein, c'est un concept je pense américain, ou c'est un expat qui a dû s'installer là à faire ça. C'est des burgers, et les gars les burgers, c'est les meilleurs burgers de ma vie. Ils sont comasses, c'est du wagyu à l'intérieur, les pains, les buns, ils sont trop bons. La quantité est bonne, on est sur une fourchette de prix quand même moyenne élevée, mais alors c'est un délice. Allez-y au moins une fois, au moins 4 fois, parce que c'est trop bon. Autre resto, ça va être un gastronomique, le gastro de Siargao, qui s'appelle Roots. On y mange très très bien, c'est très très bon. Le chef vient te présenter les saveurs, d'où elles viennent, le plat que tu vas manger. Donc hyper agréable au niveau service, c'était qualitatif. Comme on s'attend à manger un gastro. Par contre, malheureusement, c'est pas la qualité que je retiens, c'est plus la quantité. En termes de quantité, on est quand même sur un 4350 pesos pour 2 personnes. Donc on est sur une fourchette haute, hein, on est sur un gastro, c'est normal on est sur une fourchette haute pour Siargao. Et la quantité en fait, c'est un plat à chaque fois pour 2. Alors un plat dans la vraie vie déjà, imaginez pour un gars plus lourd que moi, qui a le même appétit que moi mais à un poids différent, pour 2 personnes, et là on est un gastro donc c'est plus petit, et là c'est pour 2 personnes. Je trouve ça un peu limite. Normalement tu fais un plat pour chaque personne, là c'est un plat à partager. Limite faudrait prendre la formule 2 personnes pour une personne, donc 4300 et quelques, 4300 et quelques. Les quantités c'est un peu à revoir, c'est dommage. Par contre si vous êtes vraiment amateur de bouffe locale travaillée ou de bons restos,
c'est quand même à faire au niveau goût, hein, c'était très bon. Kayun's Burgers, donc c'est un autre burger qu'on avait testé avant le GOAT, les gars, Big B. Il est devant l'entrée principale de Cloud9. Si vous avez envie de casser un burger, les gars, après un petit Cloud9, c'est très bon aussi. Hein. On est sur une fourchette de prix moyenne basse. Les burgers sont gras, gourmands. J'ai adoré, hyper bon à faire Kayun Burgers. Ensuite, on a Happy Islanders, donc c'est un concept d'une influenceuse locale qui a monté son petit rice ball make. Donc tu peux manger des rice balls, tu peux manger aussi du sucré, je crois. Tu peux acheter des planches et prendre des cours de surf aussi. Ils donnent des cours de surf. Et je vous donne surtout l'adresse parce qu'on a, donc c'est là-bas où on a loué notre scooter, nous. Et on a été reçus par Stella et Jing ou Jinx, je sais plus, je crois que c'est Jing. Oui, Jingle, c'est ça. Jing. Ils nous ont fait un accueil incroyable, vraiment hyper gentil. Donc si vous repassez par là, petit coucou à Stella et Jing de notre part. Et ils font des rice balls quand même hyper bons. Vous avez ensuite Carinderia, c'est une fourchette de prix un peu haute. Les quantités sont médiocres, mais par contre, c'est très bon. Un peu mitigé, mais tu manges bien quand même. Pas en quantité, en qualité, je te parle. L'opposé de celui que je viens de vous présenter, Daosho. Donc là-bas, les quantités sont bonnes, la fourchette de prix est un peu plus moyenne, voire basse. Si tu prends la formule 2 personnes, en fait, tu as une formule où tu peux partager ton plat. Et là, pour le coup, les quantités sont bonnes. Et c'est très bon aussi. J'ai adoré, moi, le poulet sucré-salé, là. Le plat sucré-salé, vous verrez, il est sur la carte. Excellent. C'est un resto très simple, pas beaucoup de tables. Tu peux même manger en extérieur. Et nous, on y allait plusieurs fois. Troisième coup de cœur. Les cantines, Big Belly et Self Ceviche. Si vous êtes amateur de ceviche ou de poisson frais, pêché du jour, cuisiné devant vous, c'est l'adresse qu'il vous faut. La fourchette de prix, elle est basse. Tu manges rapidement. C'est bon, voilà, c'est tout. Par contre, il faut réserver à l'avance. Réserve, je pense, minimum 24 heures, voire 48 heures à l'avance. Parce que si tu arrives sur place le soir même, c'est blindé et tu vas sûrement prendre un fly parce que tu n'auras pas de place. Très très bon, par contre blindé de monde, donc pas oublier de réserver. Les yeux fermés, faites-moi confiance. En termes d'horaire, de manière générale, les restos, tout le monde ferme vers 21h30, 40 quoi, ok? Donc ça ferme assez tôt, faut penser à manger, à pas partir de chez soi à 20h30 quoi, parce que sinon vous allez rien trouver et vous allez devoir cuisiner votre petite sauté mine locale quoi. Donc les restos ferment assez tôt, il faut anticiper un petit peu. Et pour faire les courses, si vous êtes plus amateur de cuisiner chez vous, Airbnb avec cuisine, pour faire les courses, j'ai pas vu de gros supermarkets. Il y a celui-ci à Cloud9 à la limite où tu peux acheter pas mal de choses, hein, tu peux cuisiner. C'est pas les gros markets qu'on connaît. Et en termes plus de marché frais, tu vas voir ce marché-là à côté du village de pêcheurs où tu peux acheter ton poisson frais, tes légumes, tes fruits, tout est frais. Tu vas à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Voilà les amis, fin de cette vidéo tips. Partage cette vidéo et surtout, au-delà de ça, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout fait, donc en commentaire, donne ton expérience aussi pour les autres, ça va aider, les bonnes adresses, les bons plans. Si je me trompe sur certains prix qui ont peut-être évolué, on a kiffé l'expérience. En tant que surfeur, vous allez kiffer l'expérience. C'est vraiment une destination sur laquelle on a envie d'y retourner parce que c'était vraiment, on a adoré quoi dans notre trip. J'espère que ça va te servir. Ciao!